Bonjour Alexandre Radix. Bonjour. Vous êtes donc responsable des collections géologiques du muséum Gabriel Fouché à Bourges. Voilà, donc si vous venez aujourd'hui sur le plateau, c'est un peu pour parler de fossiles, d'enchères et de comprendre comment tout ça, ça impacte le monde scientifique. Mais alors avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne sur ce que c'est la paléontologie. Est-ce que vous pouvez définir ce concept? Bien sûr, alors, la paléontologie, ça va être l'étude des fossiles par du coup des scientifiques. Les fossiles, si on peut revenir un peu dessus, ça va être en fait des traces d'activité biologique laissées par des organismes. Ça peut être des végétaux, des animaux, etc. au cours de leur vie, qui vont être sauvegardés dans le sol et ensuite vont se transformer du coup en roches et vont pouvoir être retrouvés par les scientifiques qui vont l'étudier pour mieux comprendre justement l'histoire du vivant depuis son apparition jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, vous êtes donc responsable des collections géologiques. À quoi est-ce que ça correspond ? Alors, ça correspond à une personne qui va avoir la responsabilité, bien entendu, de travailler sur des collections géologiques et de s'assurer en fait de la pérennité de ces collections. C'est-à-dire qu'au sein du muséum, vous allez avoir des spécimens qui vont être présentés en vitrine. Par exemple, au muséum de Bourges, on a pas mal de petits spécimens en vitrine qui appartiennent du coup aux collections du muséum. Mais vous avez également une partie réserve. Donc, ça va être un très grand espace où vous allez avoir une grande quantité de matériel qui va être stocké, différents spécimens de toutes sortes. Et le but, ça va être de s'assurer que ces spécimens sont protégés au sein de cette collection, qu'on ait toujours des informations associées à ces spécimens, d'où le nom de collection. C'est pas juste des objets comme des pierres, etc. C'est des objets en fait qui sont associés à des données, des informations. Donc la provenance, la collecte, où est-ce que ça a été récupéré, etc. Tout ça, ça fait que l'objet devient un objet de patrimoine, un objet de collection, et a besoin d'être protégé. Aussi bien au niveau des informations que des objets qui sont eux-mêmes à protéger, que ce soit de la lumière, des écarts de température. Parce que typiquement au muséum, on a des objets qui sont dans les collections du muséum de Bourges depuis plus de 100 ans. On a toujours les informations et toujours les spécimens en parfait état. Il faut que dans 100 ans, ce soit toujours dans le même état. Ça, c'est vraiment les enjeux du coup de la conservation. Malgré tout, il y a quand même certains spécimens que vous exposez. Alors, est-ce que ce sont des objets qui sont tels quels, je veux dire, qui ont été récupérés sur le terrain comme ça et qu'on affiche, ou est-ce qu'il y a certaines transformations qui sont Tout à fait. C'est un peu un mélange des deux qu'on va avoir dans des muséums, pas qu'à Bourges, mais globalement, vous allez avoir des spécimens véritables qui ont été collectés soit par le muséum en lui-même, dans le cadre de prospection, soit par des amateurs qui peuvent faire des dons ou via des achats. Mais on a également des moulages. Par exemple, vous avez du coup Stan, qui est l'un des grands représentants de la partie géologie du muséum de Bourges, où on va avoir un grand crâne de Tyrannosaure, Rus Rex, qui est un moulage. Évidemment, c'est pas un vrai, le vrai coûte très très cher, donc le but là, c'est d'avoir des vrais qui représentent la géologie locale, et en même temps des moulages qui sont soit du coup trop chers ou inaccessibles pour un muséum comme le nôtre, mais qui permettent de parler de toutes les problématiques qui peuvent être associées à ce genre de spécimens de grande taille, ou d'associer à d'autres problématiques, notamment du coup l'achat des objets originaux. Alors, si j'ai bien compris, le moulage du crâne de Stan, il a un peu une histoire à raconter, ou du moins Stan, ça a été un fossile qui a fait partie de ce circuit d'enchères. Tout à fait. Stan, c'est un tyrannosaure qui a été découvert dans les années 80 aux États-Unis. C'était vraiment un fer de lance de ces découvertes parce que c'est l'un des tyrannosaures les plus complets au monde qui a été trouvé. Il est complet à plus de 70%. Donc ça restait un très grand spécimen de cette découverte et ça a été découvert par un institut privé. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup d'instituts privés qui achètent des terrains pour ensuite aller fouiller des fossiles, pour aller fouiller du coup et trouver des fossiles, ensuite les récupérer, les préparer et qui soient sous leur responsabilité. Donc depuis plus de 40 ans, ils ont fait énormément de moulages, ont beaucoup exploité Stan qui lui ont donné un petit nom. Pour pouvoir, du coup, bien entendu, proposer des moulages à d'autres établissements. Et ils ont pris la décision, en 2020, de le vendre aux enchères. Vu que c'était leur propriété, ils avaient le droit. Ils l'ont vendu pour 31,8 millions de dollars, ce qui en fait le fossile le plus cher jamais vendu encore à ce jour. Et du coup, un acheteur que, pour l'instant, on ne connaît pas. On a quelques petits indices sur où est-ce qu'il pourrait être, mais en tout cas, il a disparu du circuit public et notamment du circuit scientifique. Donc tout ce qui nous reste maintenant à proposer, c'est un moulage. Mais tout l'intérêt, c'est aussi de parler de cette problématique à travers le moulage. Notamment au muséum, on a rajouté un encart pour parler que, bien entendu, que c'est un moulage, mais parler de son histoire et que notamment le moulage est proposé parce que l'original, lui, n'est plus accessible. D'accord. Alors en 2025, en janvier 2025, une étude a été publiée par un groupe de scientifiques qui s'est intéressé justement à cette question des enchères dans le monde de la paléontologie. Ils ont fait une analyse statistique, en fin de compte, sur les 6664 fossiles qui ont été vendus. 39% des ventes concernaient des fossiles d'invertébrés
et 49% des fossiles de vertébrés. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces statistiques? Voilà. Ça, c'est assez logique quand on travaille, on va dire, dans ce domaine-là, parce que souvent, les gens, quand on leur parle du coup de fossiles, on pense tout de suite à des dinosaures, donc à des vertébrés. Donc ça va souvent être des os, des dents. C'est des choses dont des amateurs, en fait, peu éclairés, peuvent tout de suite voir qu'est-ce que c'est. Une dent, par exemple, même fossile, vous savez ce que c'est. Vous arrivez à le reconnaître. Pareil qu'un os, c'est un gros fémur, c'est très caractéristique. Donc souvent, ça va être quelque chose qui va être plus acheté parce que c'est quelque chose qui va receler une beauté assez immédiate. On arrive directement à discerner ce que c'est. Ne pas avoir accès en tant que scientifique à ces fossiles qui peuvent être vendus aux enchères, ça peut paraître comme étant un frein à la recherche. Pourtant, cette étude montre que 1,5% de ces fossiles ont été identifiés comme potentiellement intéressants d'un point de vue scientifique. Alors ça s'explique forcément parce que la plupart des choses qui sont vendues en enchères, ce sont des objets qui sont avant tout ont un but esthétique. C'est-à-dire que forcément, il y a une grosse distinction entre des objets beaux et des objets intéressants scientifiquement. Il y a vraiment un pont entre les deux, où des choses qui vont avoir vraiment une forme pas forcément reconnaissable peuvent être bien plus riches scientifiquement en termes de découvertes et de conclusions et d'hypothèses, plutôt que quelque chose de très beau qui finalement va avoir très très peu d'intérêt scientifique. Vous avez l'exemple justement de Big John, le Triceratops qui a été vendu aux enchères à Paris là, il y a 2 ans, c'était en 2023. C'était l'un des plus grands Triceratops qu'on a découvert à ce jour en l'état fossile, mais finalement a très peu d'intérêt d'un point de vue scientifique, mis à part sa taille. Pourtant, le nombre de fossiles qui est vendu aux enchères, il continue d'augmenter. Est-ce que cette augmentation peut menacer, on va dire, le patrimoine géologique et son étude? Alors, oui, dans le sens où, bien entendu, que plus on va augmenter le nombre de ventes aux enchères liées à des fossiles, plus on va avoir un risque de spécimens qui vont sortir du cadre public, du cadre de muséums ou de scientifiques, sachant que les prix vont également augmenter dans ce sens. On voit justement Stan qui s'est vendu pour très très cher il y a 5 ans. Là, on est au-delà de ce qu'un muséum pourrait investir dans ce genre de spécimens. Par contre, il faut quand même relativiser dans le sens où il y a également des musées qui arrivent à participer à ces enchères. Il y a l'exemple de Sioux, un tyrannosaure qui a été acheté par le muséum de Chicago, si je ne me trompe pas, à la fin des années 90, donc qui a pu être sauvegardé par un muséum public. Et il y a aussi du coup des musées privés qui participent à ces enchères et qui ont quand même un but, malgré qu'ils soient privés, de conservation des espèces fossiles. Donc ils ont quand même un fer de lance de protéger ces animaux-là, protéger ces spécimens, et ensuite de les rendre publics pour justement les visiteurs ou les scientifiques. On a également des amateurs qui sont assez éclairés, qui achètent malgré tout des spécimens en enchères et qui proposent que ce soit accessible pour les scientifiques ou les publics. Voilà. Donc, en conclusion, comment est-ce qu'on pourrait mettre ou définir la place des enchères dans ce monde paléontologique? Ça reste assez mitigé, dans le sens où on va avoir du positif comme du négatif, comme dans beaucoup. Et ce qui manque beaucoup pour la paléontologie, en tout cas, c'est un manque de législation, où dans le cadre de la biologie, que ce soit des animaux ou des végétaux actuels, on a une loi qui s'appelle la Convention de Washington, c'est la loi CITES, qui légifère tout le marché international d'espèces en voie d'extinction, qui va interdire, du coup, sans autorisation et sans une convention, l'achat et la vente de ce type de matériel et une saisie. Ce qui fait qu'il y a une certaine protection au vu des animaux en voie d'extinction, mais il n'y en a aucune pour les animaux déjà disparus, notamment les fossiles. Ce qui fait que là, il y a très peu de suivi. Il y a également toute une problématique de la provenance des objets fossiles, qui peuvent être dans des zones de guerre et qui peuvent financer des combats armés comme en Birmanie, ou également des zones, malheureusement, qui sont vouées à du pillage par des sociétés privées. Et l'État en question, du coup, ne peut pas justement garantir une sécurité financière, ou en tout cas une sécurité patrimoniale de ces spécimens qui sont volés à leur territoire. Mais malgré tout ça, il y a quand même une sauvegarde de ce spécimen associée à certains amateurs qui peuvent acheter, qui font toujours un travail de conservation. Nous, au Muséum de Bourges, on a une partie de notre collection qui est grandie et qui est fournie par des amateurs locaux, qui vont justement aller chercher des spécimens, qui ont pu l'acheter, et ensuite peuvent le donner au muséum. Mais le plus important, c'est de garder des informations. Même dans le cadre des ventes aux enchères, etc., vraiment le fer de lance de tout ça, c'est de conserver des informations associées aux spécimens et d'éviter de les perdre ou de les effacer pour justement essayer d'éviter d'avoir des problèmes, notamment des problèmes juridiques, où certaines provenances sont effacées soit au continent ou à un pays et pas de zone prédéfinie vraiment précise pour éviter des problèmes justement juridiques de vente ou d'achat de ce genre de spécimens. Voilà, donc j'ai trouvé un équilibre entre la collaboration entre les paléontologues amateurs et les scientifiques. Merci Alexandre Radix d'être venu sur notre plateau afin de nous expliquer l'impact du marché
des enchères sur la recherche scientifique. Tout de suite, vous découvrez la collection de films de Marie-Carmen Simon dans l'émission Clap de Bip présentée par Sarah Benassen. Et à 20h50, vous retrouverez Pleine Nature, une sélection de courts-métrages réalisés par les élèves de l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoutte. Je vous souhaite une excellente soirée sur Bip TV. Bonne soirée.